Merci. Donc maintenant, on va passer à Myriam Lamraoui, qui est anesthésiste au CHIC à Créteil et qui travaille également à l'ABM, et donc qui va nous parler de pédagogie avec notamment la simulation en transplantation. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette invitation. Donc moi je vais vous présenter les formations qui sont proposées par l'Agence de biomédecine, travail sur formation en simulation en ce qui concerne la réanimation du patient en état de mort encéphalique. Voici le plan que je vous propose. D'abord quelques mots sur la simulation, les principes, une définition. Et pour cette étape, je me suis reportée sur un rapport de la Haute Autorité de Santé, donc qui s'est intéressé à cette problématique et qui a émis des recommandations que je vous préciserai. Et dans un deuxième temps, donc, je vous présenterai quelques formations proposées par l'Agence de biomédecine qui reposent sur la simulation. Les principes de la simulation en santé. Écoutez, je vous présente ici donc l'intitulé du rapport « État de l'art en matière de pratique de simulation dans le domaine de la santé ». Donc, comme vous le voyez, c'est un sujet que la Haute Autorité de Santé s'est approprié. Donc, la simulation en santé, qu'est-ce que c'est? C'est une mise en situation à partir d'un scénario préétabli, donc de professionnels de santé, dans un contexte qui est défini et qui est suivi d'un débriefing. On peut utiliser la vidéo ou pas, et c'est une démarche qui peut s'intégrer soit dans la formation initiale, soit dans la formation continue. Donc, un diagramme qui représente la définition d'une séance de simulation. On peut identifier un problème donc à partir d'une situation de référence, par exemple la survenue d'un choc anaphylactique lors de la prise en charge d'un patient, et à partir de là définir un objectif, se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer par exemple la gestion de cet événement indésirable grave, ou alors on peut décider d'évaluer les pratiques, vérifier qu'elles soient bien mises en œuvre, ou alors que l'utilisation d'une technique spécifique que les personnes se soient appropriées cette technique. Donc, à ce moment-là, on rédige un scénario et ce scénario va servir de support pour la réalisation de la séance de simulation. Donc, les personnes qui bénéficient de cette séance, le stagiaire, l'apprenant, donc il reçoit un briefing, on lui expose les conditions de la simulation. La simulation a lieu dans un environnement qui est défini, avec des outils qui sont définis à l'avance, bien entendu, et par la suite, il y a un débriefing réalisé par le formateur. Et également une évaluation de cette formation, c'est un passage obligé. Donc, vous imaginez bien que ce type de formation s'intègre totalement dans la gestion des risques et dans les démarches qualité des établissements. Les techniques disponibles, elles sont assez nombreuses. Il peut s'agir par exemple de la technique du patient simulé. Il y a une personne, un personnel soignant ou alors un acteur qui joue le rôle du patient et l'apprenant, le stagiaire, va réaliser une consultation donc avec cette personne. Ça peut être une consultation classique, ça peut être l'annonce d'un diagnostic difficile, ça peut être n'importe quel type, par exemple un abord des proches dans un contexte de recueil de non-opposition. Voilà une première technique possible. Deuxième technique, c'est une technique qui va avoir plus comme objectif d'évaluer l'acquisition de pratiques. C'est ce qu'on appelle la simulation procédurale. Par exemple, pour l'acquisition pour des échographies cardiaques ou la pose de voies veineuses ou alors la réalisation de coronarographie. Et là, dans ce cas-là, on a recours parfois à des morceaux de mannequin, par exemple un bras qui a des perfusions, qui a une peau et à qui on peut mettre des voies veineuses, par exemple. Il y a des types de simulations qui peuvent combiner ces deux pratiques, ce qu'on appelle les simulations hybrides. Par exemple, une personne
qui a le rôle du patient, et au cours de la prise en charge, il y a des gestes techniques qui sont réalisés sur une partie du mannequin. Là, c'est le cas pour un accouchement, et puis vous voyez un bassin d'accouchement. Autre type, c'est les simulateurs haute fidélité. Donc, ce sont des mannequins taille humaine qui sont le plus souvent pilotés par des ordinateurs avec des paramètres hémodynamiques, respiratoires et autres qui s'approchent de la réalité, avec des mannequins qui, par exemple, ouvrent et ferment les yeux, ont la taille des pupilles qui se modifie, ont le thorax qui se soulève, qu'on peut ausculter, à qui on peut faire un massage cardiaque ou d'autres gestes thérapeutiques. Donc, c'est des systèmes qui permettent vraiment de s'approcher de notre exercice quotidien et du coup qui sont très riches et très complexes, comme vous pouvez l'imaginer, et bien entendu qu'on met en place dans un site dédié qui peut correspondre à une salle d'intervention, une chambre de réanimation, une consultation, etc. Les autres types de simulateurs, par exemple pour l'acquisition de gestes techniques, par exemple la célioscopie ou les endoscopies digestives. Je vais passer peut-être un petit peu plus rapidement sur les autres qui sont quand même de pratiques beaucoup moins courantes, hein, la réalité virtuelle. Et là, par exemple, on utilise des algorithmes qui peuvent... Un exemple, c'est modéliser l'extension d'une épidémie de grippe. Les environnements 3D également. Alors là, on est plus dans le e-learning. Ça, c'est quelque chose aussi de moins fréquent. Et autre type de simulation possible, c'est par exemple le recours à des prothèses. Hein. Des personnels soignants portent des prothèses pour se mettre dans la situation des patients qu'ils prennent en charge. Comme je vous le disais, donc la Haute Autorité de santé a émis des propositions en ce qui concerne la formation en simulation, donc qui sont au nombre de 10 et que je vais vous présenter de manière brève. Donc la simulation doit faire partie des outils qui sont mis à disposition pour la formation des professionnels de santé, que ce soit la formation initiale, que ce soit la formation continue. Ça doit être un thème prioritaire des tutelles. Ce type de formation, comme vous vous en rendez compte et comme ça a déjà été signalé, c'est quand même assez complexe, avec un coût qui est très important, des moyens matériels, des moyens humains, une logistique, avec la nécessité d'avoir une hotline, un entretien, parce que ça peut tomber en panne également. Et donc, ça ne peut être un outil qui va être proposé aux professionnels de santé que si l'ensemble des personnes, des entités qui assurent les formations se réunissent pour définir collectivement des objectifs et surtout des modalités. Donc ça met en cause les établissements de santé, les facultés de médecine, les instituts de formation, les agences de santé, notamment l'agence de biomédecine. Donc ça passe obligatoirement par une collaboration de tous ces intervenants pour pouvoir proposer ce genre d'outils, avec bien entendu des formateurs qui doivent avoir bénéficié d'une formation adaptée, qui doivent être évalués, avec des formations qui doivent être évaluées également. Donc voilà, beaucoup de choses à mettre en place, et surtout un grand principe qui est jamais la première fois sur le patient. Donc ça, c'est le reste des propositions de la Haute Autorité de santé que j'ai parcouru rapidement. Et maintenant, Désolée, juste le temps presse, si on peut... D'accord, mais voilà. Donc, d'accord. Les formations donc proposées par l'Agence de biomédecine en rapport avec la simulation pour la prise en charge des donneurs en état de mort encéphalique. Donc, elles sont multiples. Elles sont proposées dans l'ensemble de la France sur des sites différents à un certain nombre d'intervenants, médecins, personnel des coordinations, chirurgiens. Donc, la première simulation prise en charge du donneur, qui elle est destinée aux médecins urgentistes et réanimateurs, avec des objectifs qui sont définis ici et qui vont être un support pour assurer donc la réanimation des donneurs. Je pense qu'on en a parlé pas mal
Julien en a parlé dans sa présentation. Deuxième formation c'est une formation qui est proposée à tous les membres qui intègrent une coordination hospitalière de prélèvement. Cette formation se déroule sur une semaine et elle intègre également l'outil de simulation. Voilà, les axes sont très, très larges et s'intéressent à toutes les étapes du travail de la coordination hospitalière, que ce soit l'état de mort encéphalique, que ce soit le recensement, on en a parlé tout à l'heure, le diagnostic, la réanimation, la saisie du dossier, la sécurité sanitaire, l'entretien, les méthodes de communication, le travail au bloc opératoire, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui est particulièrement complexe avec énormément d'intervenants. Autre formation mise en situation de prélèvement qui est destinée aux chirurgiens préleveurs de reins avec un enseignement pratique, théorique, y compris avec la mise sur machine des reins. Donc je passe un petit peu rapidement. Également, l'agence de biomédecine propose cette formation entretien avec les proches du défunt pour don d'organes, et là une formation qui est ciblée sur la communication, l'abord des proches, et qui se fait sur un simulateur haute fidélité également. Voilà. Et on sort un petit peu du cadre du patient en état de mort encéphalique, mais je voulais quand même la signaler. C'est une formation qui est proposée autour des donneurs Maastricht 3, donneurs après arrêt circulatoire. Et pareil, une simulation qui se fait sur simulateur haute fidélité dans différents endroits de France. Je vais donc conclure. Donc je vous ai noté le site internet de l'agence avec le listing des formations qui sont proposées, en vous disant que la simulation, c'est un outil qui est très riche, qui est complexe, qui nécessite la coopération de tous les intervenants pour pouvoir être proposé aux professionnels de santé, avec toujours cet objectif de jamais la première fois sur le patient. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ? Moi, j'ai une question juste parce que vu qu'on est à la session SFT Junior, je voulais savoir si les internes peuvent bénéficier de ces formations, par exemple, ou est-ce qu'il faut être médecin senior ? Alors, ça dépend des formations, mais c'est quelque chose qu'on peut... par exemple, on reçoit pour la dernière formation que je vous ai présentée, c'est toute l'équipe qui intervient dans la prise en charge des donneurs Maastricht 3 qui est reçue, donc y compris des internes. On a reçu des internes, donc c'est à évaluer en fonction des formations. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vous remercie tous les deux pour ces deux topos qui replacent vraiment la transplantation dans une optique pluridisciplinaire.